11 mars 2011, 14h46. La Terre tremble une fois de plus à Tokyo. J'étais devant mon bureau et mes étudiants étaient assis à côté, devant leurs ordinateurs. Ça a commencé à bouger. Par hasard, un étudiant avait une caméra à portée de main. Il a commencé à filmer. Une secousse encore plus forte vient de se produire à 380 km de là, au large des côtes nord-est du pays. Au début, il y a eu un impact et la construction s'est mise à trembler. J'ai su qu'on avait affaire à un séisme très puissant. Je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. Baptisé séisme de Tohoku, du nom de la province la plus proche de l'épicentre, ce tremblement de terre est le plus important que le Japon ait jamais connu. Les gratte-ciels de la capitale japonaise vacillent pendant de longues minutes et parfois sur une amplitude d'1 mètre. Dans les sous-sols de la tour Mori, ce 11 mars 2011, les opérateurs observent en temps réel les mouvements du building. Au millimètre près, le curseur rouge reproduit les oscillations du bâtiment. De l'avant vers l'arrière, de gauche à droite, la tour Mori ne bouge que de 32,7 cm. Dans cette tour, au dernier étage, vous avez un restaurant. Eh bien, grâce aux amortisseurs, pas une seule bouteille de vin ne s'est renversée. Architectes, ingénieurs et employés sont témoins du bon fonctionnement des systèmes parasismiques qui équipent la tour Mori. Mais dans le nord du pays, la situation s'aggrave encore. Au large du Pacifique, les secousses provoquent le mouvement d'un grand volume d'eau. Une série d'ondes de très grande période se propage déclenchant un tsunami. Cette vague d'environ 15 mètres dévaste la province de Fukushima. Le bilan est terrible. Plus de 18 000 personnes perdent la vie. Ce tsunami d'une force exceptionnelle entraîne la pire catastrophe nucléaire de tous les temps, l'explosion de la centrale de Fukushima. Plus au sud, Tokyo a réussi une nouvelle fois à surmonter cette épreuve. La capitale nippone est définitivement la ville au monde la mieux préparée au tremblement de terre. Mais si ces bâtiments ont résisté, ses habitants, en revanche, se retrouvent désorientés. Ce qui s'est passé à Tokyo, c'est que tous les systèmes, les infrastructures ont été arrêtées. Il n'y a plus de transport. Entre 10 et 15 heures, tout a été bloqué. Il y a une ville de 40 millions de gens, la plus grande ville de la planète, qui a été arrêtée. Transport, électricité, moyens de communication, la ville est paralysée. Pas question que cette situation se reproduise, car un danger plus grand menace Tokyo. Un méga séisme bien plus dévastateur que les précédents est attendu. On l'appelle le Big One. Regardez ce livre. Le cataclysme de Tokyo arrivera demain. Le méga séisme de Tokyo va forcément se produire. Tout le monde le dit, ça va se réaliser. Il y a plus de 70% de chances que d'ici 30 ans, nous soyons touchés par un énorme séisme. Si l'épicentre du proche tremblement de terre touche Tokyo, c'est-à-dire il touche un tiers des Japonais, il y a un tiers des gens qui habitent ici. Il tire un tiers de la population générale du Japon. Il touche tous les sièges des grandes entreprises. Si Tokyo est touché, c'est tout le Japon qui coule. Lors du fameux Big One, selon les prévisions, entre 1 et 2 millions de Tokyoïdes se retrouveraient à la rue. Aujourd'hui, pour s'y préparer, les autorités élaborent d'importants plans de prévention. Elles ont décidé d'orienter leurs efforts vers l'observation et la détection des séismes. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour alerter les citoyens le plus rapidement possible. Lorsqu'un séisme a lieu au large de l'océan, nos détecteurs perçoivent les ondes de cette secousse.
Tout un réseau sous-marin d'observation existe au large de l'archipel. Il permet de déterminer le foyer et la puissance du séisme. En permanence, un enregistreur fixé au fond de la mer surveille les changements de pression. Une liaison acoustique transmet ensuite les données à la bouée amarrée à la surface de l'eau. Pour être traitées, les données sont relayées vers un satellite qui donne l'alerte. Et ces informations seront envoyées aux fournisseurs de téléphonie et à tous les organes médiatiques comme la NHK. Les habitants sont donc prévenus du séisme grâce à la télévision ou leur téléphone. Nous prévenons les gens en amont. En cas d'alerte, ils doivent se mettre à l'abri. L'alerte est donnée. Tout l'enjeu à présent est que l'évacuation se passe dans le calme et selon les règles établies. En envisageant qu'il y ait 2 millions d'habitants à la rue, nous simulons leur évacuation. Nous disposons d'une modélisation de la ville très précise qui va être analysée par un programme complexe. Cette étude chiffrée va permettre d'évaluer les zones à risque et les endroits où la circulation des habitants va être bloquée. Nous pouvons effectuer ces calculs sur toute la ville de Tokyo. À partir de ces données, dans chaque quartier de Tokyo, des bâtiments ont été désignés pour accueillir la population en cas de catastrophe. Ces constructions résistantes au séisme s'appellent des tours-refuges. Dans le quartier de Roppongi, la tour Mori est l'un de ces lieux d'accueil d'urgence. Si vous habitez ou vivez dans un bâtiment résistant au tremblement de terre, la consigne est de rester sur place. Mais les touristes, les personnes qui font leur shopping ou les gens qui vivent autour vont pouvoir venir ici. Car c'est un bâtiment sécurisé qui peut servir de refuge selon un accord passé avec le quartier. Des réserves importantes de nourriture, d'eau, de couettes, de matelas et de kits de secours sont stockées dans le sous-sol de la tour. Nous avons des réserves pour 5000 réfugiés. Il y a suffisamment de stocks d'eau, de nourriture et de produits de première nécessité pour tenir 3 jours. Impressionnant, mais pourtant insuffisant. Car 1 700 000 personnes se retrouveraient sans abri par manque de structures d'accueil. Tokyo travaille donc à les multiplier. Plus grave encore, en cas de Big One, tout un quartier résidentiel de Tokyo, situé au nord-est, se retrouverait en grand danger. Cette zone, appelée la banane, est composée essentiellement de maisons en bois de type traditionnel. Pour ces anciennes maisons en bois, leur résistance au séisme étant limitée, cela nous inquiète. Lors du séisme de Kanto, ce genre de quartier en bois a pris feu. Les conséquences furent désastreuses. Malheureusement, il est possible que ce genre de tragédie se reproduise. Comme les rues sont étroites, les pompiers auraient du mal à intervenir. Un programme vise à inifuger au maximum les habitations de cette zone. Certaines ruelles devront être élargies pour faciliter l'accès aux pompiers et aux ambulances. Mais les propriétaires restent attachés à leur maison, à leur quartier, tel qu'il est. C'est très difficile d'établir de nouvelles constructions à Tokyo. Vous voyez, les ensembles de vieilles constructions, en soi, il suffirait de les démolir et de construire des gratte-ciel à la place. Mais comme des gens y habitent, si une seule personne s'y oppose, on est bloqué. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans les habitations basses qu'ils ont toujours connues. Et donc c'est très difficile de faire changer les choses rapidement. Si le Big One survenait dans la région de Tokyo, la facture serait de 700 milliards d'euros. La projection fait frémir les autorités. Désormais, elles tentent de trouver de nouvelles solutions pour protéger la ville et donc minimiser l'impact économique.
Aujourd'hui, on nous demande de construire des bâtiments qui ne seront pas endommagés lors de grands séismes et qui ne nécessiteront pas d'être évacués. Il faut donc faire avancer la recherche et le développement pour répondre aux attentes des gens. Et c'est pour cela que nous effectuons de nombreuses expériences. Pour obtenir des bâtiments encore plus solides, le nerf de la guerre, c'est les matériaux de construction. Et c'est dans ce domaine qu'une petite révolution est en train de s'opérer. Récemment, une société française a développé un matériau innovant qui répond aux exigences parasismiques. C'est ici, à l'Institut national de recherche sur le bâtiment, que l'on teste ses performances. Le béton traditionnel se compose de sable, de gravier, de ciment et d'eau. Le nouveau béton, lui, est composé d'une poudre équivalente au ciment et d'un liant permettant le mélange des fibres de fer, de très fines fibres de fer. Grâce à une impressionnante machinerie, des pièces grandeur nature peuvent être testées. Ici, un bloc constituant les fondations d'un immeuble. Un vérin situé sur le haut du dispositif vient appliquer un poids équivalent à celui du building sur le bloc. De chaque côté, 2 autres vérins simulent une secousse horizontale. À l'arrière, des centaines de capteurs enregistrent les pressions que subit le béton. À droite, la partie recouverte de béton fibré est très peu endommagée. À gauche, la partie non renforcée se casse. Ce nouveau matériau va permettre de rénover les bâtiments existants en leur apportant une plus grande souplesse et une meilleure qualité pour résister dans le temps. Il suscite déjà l'intérêt des constructeurs. Aujourd'hui, le marché de la rénovation est plus important que le marché de la reconstruction. Et je pense que cette tendance va s'accélérer. Avant, notre démarche était de reconstruire tous les 30-50 ans. Mais de nos jours, on pense à long terme et à l'environnement. C'est la tendance. À l'avenir, la capitale japonaise entend bien garder sa place de cité influente et d'acteur économique mondial majeur. Mais comme la plupart des villes industrialisées, c'est à présent la pollution et le réchauffement climatique qui la mettent en péril. Aujourd'hui, c'est à une menace insidieuse que Tokyo doit faire face. Un ennemi invisible, mais pourtant bien présent. La cité souffre d'un phénomène appelé îlot de chaleur. Et ce sont les gratte-ciel qui en sont responsables. La chaleur dégagée par les voitures et les usines est emprisonnée par les tours, causant ainsi un effet de serre local. Il y a une augmentation du nombre de jours de canicule. Pareil pour les nuits tropicales. C'est lorsque la température ne descend pas en dessous des 25 degrés. Nous observons leur augmentation sur le long terme. À Tokyo, en 100 ans, la température a augmenté de 4 degrés, plus que dans n'importe quelle autre capitale. Cette modélisation représente la répartition de la chaleur. Ce qui est en vert, ce sont les températures basses. En rouge, les zones où la température est plus élevée. La diminution des espaces verts et la multiplication des buildings sont montrés du doigt. Pour lutter contre cette menace, la ville de Tokyo n'a plus le choix. Demain, la capitale doit prendre le virage écologique et miser sur les espaces verts. Des espaces verts qui retiennent l'eau, qui en s'évaporant va diminuer la température ambiante. Avec plus d'air et plus d'espaces verts dans les zones résidentielles surpeuplées, Tokyo entend mieux se protéger de la chaleur. Une évolution naturelle de la ville qui peut aussi la protéger d'un danger dont elle pensait s'être prémunie, les inondations. Car, autre conséquence du réchauffement climatique, l'augmentation considérable des précipitations. En fait, nous imaginons le pire scénario. Nous prévoyons que pour la fin du siècle, il risque d'y avoir le double de précipitations.
Dès lors, la ville ne serait plus protégée, mais à nouveau submergée. Même le gigantesque dispositif anti-inondation de Saitama ne suffirait plus à absorber les crues. Au sein du complexe, les ingénieurs sont inquiets. Lorsque l'on regarde les données des 30 dernières années, sur les précipitations de plus de 500 mm par heure, on a pu se rendre compte que d'après les statistiques, elles sont en constante augmentation. Et là encore, la végétalisation de la ville semble être la solution. S'il y a plus de verdure, on peut éviter les pluies guérilla. Elles sont provoquées lorsque la température est localement élevée. En plus, l'eau sera absorbée plus efficacement. Et puis, ça améliore l'environnement. Il y a besoin de verdure, c'est certain. D'autant qu'en ville, les parcs municipaux sont les meilleurs refuges pour se protéger en cas de tremblement de terre. La métamorphose que la capitale japonaise a subie en une centaine d'années est tout simplement incroyable. Après chaque catastrophe, Tokyo a su renaître de ses cendres. À l'image de ses gratte-ciel, Tokyo plie mais ne rompt pas. À l'avenir, comme le roseau, les habitants de la capitale japonaise continueront à faire preuve d'humilité et d'ingéniosité. C'est à ce prix que Tokyo sera sauvée.